nouvelle édition de l'information sur la CET. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Santé à la une de cette édition. En dépit d'une légère baisse, environ un tiers des femmes mariées au Togo restent privées de services de planification familiale, incitant le pays à viser une augmentation de la prévalence de la contraception moderne d'ici 2026 pour améliorer la santé maternelle et infantile. Aussi, une réunion a été tenue pour évaluer la hausse du nombre de personnes déplacées dans le Sahel depuis 2012, mettant en lumière les obstacles complexes rencontrés par les pays côtiers dans la protection des réfugiés et la préservation de la sécurité nationale. Au-delà de nos frontières, lors de sa première prise de parole après les élections au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a généré un fort espoir, surtout chez les jeunes qui voient dans ce scrutin une opportunité de changement positif. Ils espèrent de meilleures conditions de vie et une nouvelle façon de gouverner. Et puis en réponse à une inflation dépassant les attentes, la Banque centrale du Nigeria a relevé son taux directeur malgré les arguments avancés en faveur de ces réformes pour stimuler la croissance économique et encourager les investissements. Elle suscite diverses réactions au sein de la population. Rebonsoir à toutes et à tous. Le directeur de publication du journal La Dépêche, Apollinaire Mewene-Messé, est placé en garde à vue à la brigade de recherche et d'investigation de la police nationale suite à un article publié le 28 février dernier. Les précisions de Bernardin Namessi et de Félicité Chapla. Le directeur de publication du journal La Dépêche, Apollinaire Mewene-Messé, est en garde à vue à la brigade de recherche et d'investigation BRI de la police nationale. Cette garde à vue fait suite à un article que le directeur a publié en février. Offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles et diffamation des corps tribunaux, diffusion de fausses nouvelles à des fins de séduction, faux et usage de faux sont les accusations retenues contre lui. L'article a d'abord été censuré par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) qui a commis au journal une suspension de parution pour une durée de 3 mois. Selon l'autorité de régulation des médias togolais, l'article présente des caractéristiques d'une violation manifeste des règles professionnelles d'éthique et de déontologie. Rappelons que depuis la convocation du journaliste, les organisations de presse sont montées au créneau pour inviter la gendarmerie à respecter les droits de leurs confrères. Par ailleurs, les organisations de presse et celles de la société civile disent constater une récurrence des convocations des hommes de médias dans l'exercice de leurs fonctions. Parlons santé à présent. Au Togo, bien que le pourcentage des femmes mariées sans accès aux services de planification familiale ait légèrement diminué en 2022, environ un tiers de ces femmes demeurent privées de ces services dans une démarche visant à améliorer la santé maternelle et infantile. Le pays s'est fixé pour objectif d'augmenter la prévalence de la contraception moderne à 32% pour les femmes en union et à près de 30% pour l'ensemble des femmes d'ici 2026. Plus de précisions avec Gloire Ledonou. Au Togo, l'accès à la planification familiale est un défi majeur. En 2019, environ 34,5% des femmes togolaises n'avaient pas accès aux services de planification familiale selon United States Agency International Development (USAID). En 2022, ce chiffre a légèrement diminué, mais environ 32,2% des femmes mariées étaient toujours privées de ces services. En effet, le Togo, avec une population de 8,1 millions d'habitants, a plus que doublé sa population depuis 1990. Le taux de fécondité est donc de 4,3 enfants par femme. Ces chiffres soulignent l'importance de l'accès à la planification familiale pour la santé des femmes et des familles. Ainsi, pour promouvoir la planification familiale, le Togo décide d'augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne. Ce taux était de 23,1% en 2020 chez les femmes en union et de 20,4% chez toutes les femmes.
Cette promotion de la planification familiale vise à porter à 32 le pourcentage de la prévalence contraceptive moderne chez les femmes en Union à 29,5% chez toutes les femmes à l'horizon 2026. Notons que ces efforts sont essentiels pour améliorer la santé maternelle et infantile. Selon l'Organisation internationale des migrations, la traversée de la Méditerranée reste la route la plus meurtrière. L'année 2023 a enregistré plus de décès et de disparitions de migrants au cours des 10 dernières années. Plus de précisions dans ce qui suit. Tous les jours, des milliers de jeunes Africains quittent le continent par vagues dans des embarcations de fortune. L'océan Atlantique et la Méditerranée sont devenus des cimetières des milliers de migrants qui s'y noient en tentant de regagner l'Europe. Ils se lancent dans une aventure non seulement risquée, mais aussi incertaine en laissant derrière eux familles, femmes et enfants. Rien que pour l'année 2023, au moins 8565 personnes migrantes sont mortes selon l'Organisation mondiale pour les migrations OIM, ce qui représente une augmentation tragique de 20% par rapport aux chiffres de 2022. Malheureusement, la traversée de la Méditerranée reste la route la plus meurtrière avec au moins 3129 morts ou disparitions en la même année. Face à ce fléau, le silence des États africains est glacial alors que les nouvelles de disparition des migrants africains par naufrage résonnent suffisamment fort. Selon une étude menée par le PNUD auprès de plus de 4500 jeunes Africains âgés de 18 à 24 ans, 52% d'entre eux envisageaient d'émigrer au cours de l'année 2023. Les principales raisons invoquées étant les difficultés économiques et les possibilités d'éducation. Le nombre de personnes déplacées augmente depuis 2012 à cause de l'insécurité dans le Sahel. Les pays côtiers devenus des refuges sont confrontés à un double problème, la protection des réfugiés et la question de la sécurité nationale. Une rencontre a fait le point sur la situation. Enyona Mariamblé et Kofi Kligé. Depuis 2012, la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel a entraîné le déplacement forcé de plus de 4 millions de personnes vers le sud en direction des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de ces dernières années, ces mouvements se sont accrus en raison de la complexité du contexte sécuritaire dans certains pays de la sous-région. Selon les statistiques des organismes de défense et de protection des réfugiés, plus de 70 000 Burkinabés ont migré vers le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les pays refuges sont confrontés à un double problème, la protection des réfugiés et la sécurité nationale. Pour ces pays, la préoccupation n'est pas de recevoir des réfugiés, mais comment les recevoir et en même temps, comment préserver l'impératif de la sécurité nationale. La préoccupation a été au centre d'une rencontre des experts en sécurité et protection sociale. Il s'était agi d'identifier les défis concrets auxquels sont confrontés les États en matière d'asile dans le contexte sécuritaire actuel. En 2023, le Haut Commissariat aux réfugiés et le programme d'urgence dans les savanes ont enregistré ensemble plus de 23 000 réfugiés. La page internationale à présent, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa première prise de parole après les élections, a suscité un fort sentiment d'espoir, notamment chez les jeunes, qui nourrissent de grandes attentes en matière d'emploi, de démocratie et de lutte contre la corruption. La jeunesse sénégalaise perçoit en cette élection une opportunité de renouveau. Sorti de prison il y a 2 semaines, Bassirou Diomaye Faye a été catapulté à la présidence du Sénégal. Perçu comme le président du changement, ses promesses de réformer l'économie et de lutter contre la corruption ont trouvé un écho auprès des jeunes. Nous voulons que tout le monde reste ici en Afrique, chez nous, pour que notre pays se développe. Nous avons vu nos frères et sœurs fuir vers l'Europe parce que le régime qui était là avant ne nous a pas aidés. De nombreux jeunes Sénégalais entreprennent des voyages périlleux vers l'Europe et plus récemment vers les États-Unis en passant par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Eladj Badiane, un autre électeur au chômage depuis 3 ans, espère que le nouveau président augmentera le pouvoir d'achat des Sénégalais et incitera les jeunes à rester. Ici, un jeune qui travaille pendant 1 mois ne peut pas économiser même pas 25 000 francs ou 30 000 francs pour gérer son avenir.
travailles tous les jours et tu ne gagnes rien. Ali Tandian, sociologue basé à Dakar, explique que beaucoup de ceux qui fuient le Sénégal ne se sentent pas considérés. Il faut que le gouvernement crée un environnement où davantage de jeunes pourraient trouver du travail et contribuer à la croissance de leur pays. Est-ce que les promesses faites vont se réaliser? Je ne sais pas encore. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, et c'est le cas dans plusieurs espaces en Afrique, au moins en Afrique de l'Ouest, qu'on a une population jeune très exigeante. Après 3 ans de crise et de tensions sociales, les Sénégalais et notamment les jeunes qui ont majoritairement voté pour Bassirou Diomaye Faye ont soif de changement. Le président sénégalais va devoir faire en sorte de ne pas les décevoir. Et puis la victoire de Bassirou Diomaye Faye pour certains Maliens est une source d'inspiration. Certains pensent que cela pourrait être une inspiration pour la démocratie malienne, tandis que d'autres espèrent un renforcement des liens entre Dakar et Bamako. Plus de précisions dans ce reportage. À Bamako, l'ambiance est à la fête ce mardi. Les partis politiques célèbrent le 33e anniversaire du renversement du dictateur Moussa Traoré, à l'heure où la victoire annoncée de Bassirou Diomaye Faye, au Sénégal voisin, est sur toutes les lèvres. Bon, ça peut inspirer la démocratie malienne, surtout les acteurs. C'est une question d'hommes, c'est une question des citoyens. Si les citoyens jouent leur rôle, jouent son rôle, les citoyens avertis et engagés pour la démocratie, ça peut amener le déclic au Mali. Et je suis convaincu que la jeunesse malienne pourra s'inspirer de l'expérience du Sénégal. Depuis le coup d'État d'août 2020, le Mali est dirigé par un gouvernement de transition. Ce lundi encore, les autorités ont interdit les activités d'une coalition d'opposants, invoquant des menaces de troubles à l'ordre public. Mais pour cet ancien leader d'un mouvement étudiant, l'élan démocratique du pays n'a pas disparu. Les Maliens aussi et les Maliennes sont des démocrates dans l'âme, même si des fois il y a une sorte d'irruption des militaires sur la scène politique. Malheureusement, aucun des présidents maliens, à part Alpha Omar Konaré, n'a échappé à un coup d'État. Et c'est ce qui met généralement frein à notre élan démocratique. Dans ces studios de radio-télévision, les chroniqueurs ont suivi de près l'élection sénégalaise. Certains voient une similitude entre Bassirou Diomaye Faye et le chef de la transition malienne et espèrent un renforcement des relations entre Dakar et Bamako. Il avait dit son admiration pour le président Assimi Goïta et vous savez, il est quelqu'un qui est contre le franc CFA et ses points communs aussi. Il avait annoncé vouloir aider le Mali dans sa guerre contre le terrorisme. C'est entre autres des points communs. Au Mali, une élection présidentielle devait se tenir en février dernier, mais le gouvernement a annoncé son report à une date toujours inconnue. Au Nigeria, pour contrer l'inflation qui dépasse actuellement les 30%, la Banque centrale du Nigeria a augmenté son taux directeur à 24,75%, malgré que ces réformes aient été défendues comme nécessaires pour stimuler la croissance économique et attirer les investissements. Elles ont suscité des réactions de colère du public. La Banque centrale du Nigeria a annoncé mardi une augmentation de 200 points de base de son taux directeur, le plaçant à 24,75% contre 22,75% auparavant. Cette décision intervient dans le cadre d'une série de mesures visant à contrer la montée en flèche de l'inflation. Le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso, a déclaré lors d'une conférence de presse que les membres du comité de politique monétaire sont convaincus de la nécessité de poursuivre le resserrement monétaire pour maîtriser la situation. Selon lui, il est aussi impératif d'anticiper une modération des pressions sur les prix à partir du mois de mai. Au Nigeria, l'inflation annuelle dépasse actuellement les 30%, atteignant ainsi son plus haut niveau en près de 3 décennies. Soulignons que les pressions sur les prix ont été exacerbées par les réformes mises en œuvre l'année dernière par le président Bola Tinubu, avec notamment la fin des subventions sur les carburants et la dévaluation du naira.
Direction à présent les États-Unis où ce mardi, un pont s'est effondré à Baltimore après avoir été heurté par un navire cargo. 6 personnes présumées mortes sont toujours recherchées. Le trafic maritime est perturbé, suscitant des interrogations généralisées. Plus de détails dans ce qui suit. Le port de Baltimore à l'arrêt. L'activité de cet immense site est au niveau zéro autour de la carcasse du pont Francis Ford Key. Même l'activité des secours a été considérablement réduite ces dernières heures. Sur la base de la durée des recherches effectuées, des efforts considérables que nous avons déployés et de la température de l'eau, à présent, nous estimons que nous ne retrouverons pas ces individus encore vivants. Nous allons donc suspendre les efforts de recherche et de sauvetage. Il s'agit maintenant de tenter de trouver des corps, laisser place également aux enquêteurs et aux ingénieurs pour tenter de limiter les conséquences économiques de cet accident. Elles seront importantes. Il s'agit d'un point essentiel de notre système de transport et de logistique. L'impact économique initial se chiffrera en millions de dollars. Parmi les riverains, bon nombre d'employés du port, face à ces destructions, se posent des questions sur l'avenir économique de la région et donc de leur propre avenir. Ça va être dur. Beaucoup de navires entrent là-bas. J'en reçois plusieurs par semaine. C'est un peu effrayant de ne pas savoir quand l'activité reprendra, quand tu retravailleras. Je ne sais pas, c'est fou. Tout en admettant que cela prendra effectivement du temps, Joe Biden s'est engagé à ce que le pont soit reconstruit, devançant les assureurs. Il a annoncé que l'État fédéral paiera la totalité des coûts des travaux. C'est ainsi que s'achève cette édition. Retrouvez Gloire Lodono demain pour un autre tour de l'actualité. Excellente soirée à toutes et à tous.